Nous allons attaquer la table ronde. Le numérique transforme les chantiers. On va évoquer la numérisation des chantiers, les bénéfices et les difficultés d'organisation qu'il faut lever pour y parvenir, les aspects de formation, de choix et de coûts. Cette table ronde est animée par Monsieur Hichem Habidat, chef de projet BIM de la société Socotec, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Build & Connect pour cet événement. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter et d'animer cette belle table ronde consacrée à la digitalisation des chantiers et des impacts que cela est en train d'avoir sur le marché de la construction. Alors pour parler un petit peu de BIM dans les chantiers, nous avons, en fait, il nous a semblé opportun de mettre autour de la table des acteurs qui éprouvent le BIM en construction, chacun à sa manière, afin de vous donner, on va dire, un panel des différents cas d'usage qu'il est possible de mettre en place lors de cette phase. Nous avons donc avec nous Eiffage Construction, une entreprise générale, Socotec qui est un acteur majeur de la prévention des risques, BIM Cloison qui propose des solutions BIM dédiées au métier du plâtre et de l'isolation, et enfin Crédit Agricole pour nous donner une vision économique sur le marché et ses évolutions. Je vous propose sans plus tarder de donner la parole à nos invités, peut-être se présenter en deux mots chacun à votre tour. Karim, par exemple, pour commencer, pourquoi pas. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Karim Bourguin, donc le fondateur de la société BIM Cloison. Alors, BIM Cloison, c'est une petite PME qui est née début 2017. Et nous, en fait, on a trois activités principales. On développe des applications à destination des entreprises, essentiellement d'aménagement intérieur. Donc, ces applications gravitent autour du BIM ou de la data. Et puis, en parallèle, eh bien, on fait de la formation pour, bien entendu, accompagner les PME dans la transition numérique. Et donc, on les forme à toute l'utilisation des logiciels que nous développons, bien entendu, mais aussi au process BIM. Et la troisième et dernière activité, donc, on a un bureau d'études qui fournit des prestations pour les entreprises qui n'ont pas encore la capacité à investir dans des solutions BIM ou qui n'ont pas les ressources internes tout simplement pour le faire, ou éventuellement un coup de collier à donner pour des projets qui sont urgents. Voilà. Karim. Anthony. International pour Socotec et notamment pour la construction et l'immobilier. Donc, en gros, j'ai en charge de coordonner l'ensemble des projets BIM à l'échelle nationale, que ce soit dans mes activités de contrôle technique, de SPS et de demain de diagnostic. Nathan Nivy, donc je suis chargé d'études projet chez Eiffage Construction. Donc, je travaille principalement en études de prix, mais on travaille également sur des sujets BIM à notre échelle locale. Je ne vais pas trop passer de temps à présenter Eiffage Construction, mais bon, il faut savoir qu'on travaille dans la branche construction principalement sur des projets d'immeubles ou de logements tertiaires, parfois des commerces ou tout type de RP. Et on est amené à travailler en tant qu'entreprise de gros œuvres ou alors entreprise générale sur des marchés publics ou privés. Moi, je travaille donc sur la zone Strasbourg et on couvre tout le secteur barinois. Voilà. Merci Nathan. Nguyen, peut-être deux mots sur… Oui, alors rapidement, donc Kwanko Nguyen, je suis ingénieur conseil spécialisé sur le secteur du BTP à la direction des études économiques du Crédit Agricole SA. Et j'interviens ici en fait à la demande de la caisse régionale du Crédit Agricole Alsace-Vosges, qui est partenaire de Build & Connect. Et je viens ici pour apporter un point de vue économique sur la digitalisation du secteur du BTP d'une manière générale, en partant du BIM, en allant jusqu'au chantier. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Donc une première question un petit peu pour nous mettre dans le bain. Karim,
aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, on va dire rapidement, quelles étaient en fait les raisons et on va dire une petite rétrospective sur la manière dont vous vous êtes lancé dans le BIM en fait, et quels en étaient les objectifs pour vous en fait dans cette démarche? Alors nous, on est tombé dedans, on ne va pas dire complètement par hasard, mais un petit peu quand même, puisque au départ, donc moi j'ai un parcours un petit peu atypique, puisque rien ne me prédestinait à faire du BIM et des logiciels mon métier, puisque moi je suis un ancien chef d'entreprise d'une boîte de plâtrerie qui a compté jusqu'à 60 collaborateurs dans les années 2007. Et en fait, voilà, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était gestion analytique, gestion de chantier et les outils numériques. Et en fait, on a compris très tôt l'importance de la data dans la démarche de gestion. Et on s'est constitué depuis le début des années 2000 une base de données qui s'est enrichie au fil du temps. Et en fait, en 2014, quand on a découvert Revit, on s'est dit il y a quelque chose de sympa à faire si on arrive à associer des datas riches et structurées à des objets 3D et que derrière, on arrive à exploiter cette data. Et c'est donc comme ça qu'en fait, on a développé un outil au départ pour notre entreprise et qu'on a pu expérimenter pendant 3 ans en réel sur les chantiers, ce qui a été plutôt intéressant puisque ça nous a permis de professionnaliser un petit peu l'outil. Et en fait, l'objectif de départ, c'est surtout d'automatiser les process pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Donc, au départ, il n'y avait pas forcément une vocation à faire du BIM, ce n'était pas l'idée première. Et puis, on s'est rendu compte, en développant notre outil, que en utilisant justement des outils qui permettent de faire du BIM, ça allait nous permettre de vraiment pouvoir progresser. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en 2017, juste avant de créer la société BIM Cloison, notre entreprise de plâtrerie a clôturé son dernier bilan avec un résultat net à 11%, alors que les années précédentes, on avait des résultats qui tournaient entre 3 et 5. Donc, on s'est rendu compte que le retour sur investissement était payant. Et puis, comme on a eu des sollicitations, et puis comme on est des gens de challenge, en 2017, on a arrêté l'entreprise de plâtrerie et on s'est lancé donc dans ce pari un peu fou d'accompagner les PME de plâtrerie dans leur transition digitale. Et voilà comment on est arrivé dedans. D'accord, très intéressant. Et donc, pour rebondir un petit peu à la réponse de Karim, Anthony, Socotec, c'est un acteur qui n'a pas forcément la même envergure que BIM Cloison, pas forcément le même métier. Comment ça s'est passé concrètement chez Socotec? Comment cela s'est traduit d'un point de vue opérationnel? C'est-à-dire que quelle est l'organisation qui a été mise en place? Quels outils ont été développés, déployés, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, il faut savoir que on a voulu se mettre dans le BIM parce que voilà, c'est des choses qui arrivaient de plus en plus au niveau des chantiers et plutôt que d'être devant le mur, c'est-à-dire que voilà que la majorité des chantiers se fassent en BIM, on a décidé d'anticiper un petit peu la chose. Donc on partait chez Socotec de zéro parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait absolument pas de BIM. Là je parle, on était en 2017 à peu près, et donc il a fallu tout créer de A à Z, si vous voulez. On a commencé par mettre en place une organisation. Donc on avait une cellule BIM en centrale qui était la direction du développement BIM, et qui avait comme mission principale d'instaurer, de structurer le BIM à l'échelle groupe. D'accord ? Donc pour ça, on est passé par plusieurs phases. C'était tout d'abord de BIMer les métiers. Donc pour BIMer les métiers, c'est comprendre voilà, les besoins opérationnels de chaque expertise, du contrôle technique, du SPS et ainsi de suite. Et à la suite de ça, d'être un petit peu le facilitateur, c'est-à-dire de comment est-ce que le BIM peut s'intégrer dans nos métiers, mais comment est-ce que aussi nos métiers peuvent s'intégrer, sous quelle forme dans le BIM, sans forcément tout révolutionner, sans faire ce que j'appelle la méthode bulldozer, c'est-à-dire écraser tout ce qu'on avait avant et de remettre en place une organisation. Donc, il a fallu capitaliser sur notre savoir-faire existant. Et donc, suite à cette cellule BIM en centrale, on a désigné partout en France ce qu'on appelle des experts métiers BIM, ce sont nos relais locaux, de manière à pouvoir
faire monter aussi en compétence les collaborateurs dans leur région, d'accord. Donc, il a fallu aussi les acculturer. On a eu beaucoup de conduites de changement parce qu'il faut savoir que, paradoxalement, le premier frein, c'est pas tout ce qui est budget pour un grand groupe comme Socotec ou peut-être d'un point de vue logiciel. C'est surtout le facteur humain parce qu'on parle de quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. On parle aussi d'inconnus et donc il y a des idées qui se créent. Par exemple, le BIM, qu'est-ce que c'est? Moi, ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai acquis une certaine zone de confort, une certaine légitimité dans mon expertise. Est-ce que ton BIM ne va pas venir, en fin de compte, remplacer mon métier et mon savoir-faire? Pas du tout. Donc forcément, c'est des freins qui sont identifiés et voilà, il faut pouvoir rassurer les gens, les faire monter en compétences, en fin de compte, leur expliquer que, notamment pour le contrôle technique, avant, on était sur du plan papier, pour regarder les plans et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça sera sur une maquette numérique, tout simplement. Et en aucun cas, le BIM ne viendra se substituer au travail humain et au regard humain et à l'expertise humaine de l'activité. Voilà. Donc, comment est-ce que ça s'est fait concrètement? C'est grosso modo, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est différents aspects. Donc, c'est l'aspect humain, vous l'avez compris, c'est l'aspect aussi organisationnel, parce qu'il faut que voilà, il y ait des choses en interne qui soient structurées, qui fonctionnent, et aussi d'un point de vue, on va dire, partie infrastructure informatique. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qu'on a aujourd'hui en interne pour pouvoir après voilà, s'insérer dans une démarche BIM sur les projets. Merci beaucoup Anthony pour cette expérience, pour ce retour d'expérience. Vous aviez rapidement un petit peu évoqué la question des freins. Nathan, vous de votre côté chez FH Construction, quels sont aujourd'hui les avantages et les inconvénients que vous voyez aujourd'hui émerger dans un chantier ou dans les différents projets que vous suivez et qui sont BIMés en fait? En fait, on a identifié plusieurs sujets qui nous intéressaient de développer pendant nos phases travaux pour essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. Donc pour le moment, on se focalise principalement sur tout ce qui est partie gros œuvre, car c'est notre cœur de métier sur les chantiers. Notre objectif, c'est d'améliorer notre suivi de chantier en nous appuyant sur la maquette numérique. Pour ça, on a une hypothèse de base où on se dit qu'en fait, on doit essayer déjà de renseigner dans nos maquettes numériques les jours où on va réaliser chaque élément. Tel et tel voile, il sera réalisé tel et tel jour. C'est un peu la fameuse planification 4D. Et tout ça, vu que c'est sur chantier, ça doit facilement être modifiable, car sur chantier, on voit bien que ce qu'on prévoit au quotidien, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. C'est plutôt l'inverse. L'objectif, c'est pas du tout d'avoir un bâtiment qui se construit tout seul sur une simulation d'avissoir. Honnêtement, ça, on s'en fiche un peu, mais on essaye d'en tirer d'autres gains. Les choses qu'on essaie de développer en ce moment, c'est par exemple les quantités qui sont déjà réalisées à un instant T pour faire nos situations de travaux. On sait qu'on est tel et tel jour, on a réalisé tant et tant de béton, nos situations de travaux se font automatiquement. On produit, enfin, sur certains chantiers, on produit des feuilles de route pour nos chefs de chantier depuis les maquettes numériques. Donc c'est des choses assez basiques. On a des vues en plan 2D, des vues en plan 3D, des vues 3D, où un mur est colorié de telle couleur pour dire ce mur-là, on va le colorier aujourd'hui, on va le couler aujourd'hui. Ce mur-là, il sera en bleu parce qu'en fait, il faut le préparer, il faut le ferrailler pour préparer pour le lendemain. Et c'est des choses que nos chefs de chantier utilisent. Identification de potentielles situations à risque, car en fait, on se retrouve avec une maquette qui devient un peu le reflet de la réalité à un instant T. Donc c'est plutôt pratique. Et un autre gros axe d'amélioration qu'on essaye de mettre en place, c'est améliorer notre processus de retour d'expérience en comparant du coup les plannings qu'on fait théoriquement en phase d'étude au planning réel qu'on obtient entier. Et grâce à cela, ça nous permet de calculer des nouveaux ratios de production pour nos futures études. Donc on fiabilise aussi les études, nos études de projet. Donc en théorie, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gains potentiels. On a déjà réussi à mettre certains en place sur certains projets. Mais en pratique, on a quand même beaucoup plus de difficultés à mettre en place des usages BIM sur chantier qu'en phase conception. Il y a quand même plusieurs facteurs qui expliquent cela. C'est que, premièrement, l'intérêt du BIM sur chantier, il n'est pas perçu de manière aussi évidente qu'en conception. On pense directement synthèse, quantité, etc. On a posé la question à nos conducteurs de travaux pour essayer d'identifier les tâches pour lesquelles un apport de la maquette numérique serait bénéfique. Il en ressort qu'en fait, les tâches qui sont le plus chronophages pour eux ne sont pas forcément celles qu'on peut le mieux optimiser grâce au BIM. C'est un premier point. Deuxièmement, c'est un secret pour personne, mais le métier de conducteur de travaux, c'est quand même un métier très prenant et très prenant. Le manque de temps laisse moins de place pour l'innovation. Alors, une des manières qu'on est en train d'essayer de regarder, c'est pour financer cette innovation,
On se dit qu'on met peut-être un conducteur de travaux en place sur un chantier pour qu'il s'intéresse uniquement à des sujets de R&D. C'est une solution à laquelle on est en train de réfléchir actuellement. Un autre point, c'est que les collaborateurs sur chantier ont en général moins d'appétence pour tout ce qui est informatique et numérique que les gens en études dans les bureaux. Sur chantier, ça reste un métier très humain où on privilégie le contact, etc. Et ils ne veulent surtout pas passer leur journée derrière un écran. Donc en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est sur les 2 chantiers pilotes où on a essayé de mettre en place les avantages que je vous ai cités avant, on a eu des résultats très différents. Et ce qui s'explique notamment par les différentes personnes qu'on a sur site, les caractères de chacun, etc. Donc en fait, selon les personnes qu'on a sur site, pour les mêmes outils, on a eu un chantier où ça s'est super bien passé, on a eu des très bons retours, et un autre où c'est un peu plus compliqué. Voilà ce que je peux dire pour les avantages et inconvénients qu'on a pour l'instant avec le BIM sur chantier. D'accord. Ok. Donc, grosso modo, en tout cas, ce que je retiens un petit peu des différents témoignages, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de bénéfices qu'on commence un petit peu à ressentir. La situation n'a pas, voilà, n'a pas forcément changé l'intégralité des process. C'est en train de faire évoluer les choses, de les faire, en fait, de faciliter un certain nombre de tâches, hein, si je résume ce que vous venez de dire. Nguyen, vous, de votre côté, est-ce que, en fait, à travers ces réponses-là et les différents bénéfices qu'on vient d'entendre, est-ce que vous le ressentez, ça, chez vous, chez Crédit Agricole, cette dynamique, en fait, par exemple, dans l'augmentation des demandes de subventions, des demandes de financement, etc. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Est-ce que vous voyez cette dynamique-là se créer aussi d'un point de vue économique? Alors, d'un point de vue économique, moi, ça fait depuis 4-5 ans que je suis le développement du BIM et je suis complètement en phase avec Nathan Desfages quand il dit qu'au départ, le BIM, ça reste surtout au niveau conception, hein. C'est pour avoir quelques ordres de grandeur en tête. En France, le marché du BIM, ça représente environ 300 millions d'euros en 2019, hein, en termes d'éditeurs de logiciels et de solutions. Et puis, pour ce qui est du BIM chantier, je dirais le segment concernant les applications du BIM sur le chantier, c'est de l'ordre de, si on prend le suivi de chantier, par exemple, ça représente environ 40 millions d'euros en 2019. Donc, c'est vraiment, la partie chantier reste encore une niche, hein, par rapport au BIM conception. Alors, ce qu'on voit, nous, au travers d'un intervenant, justement, je vais prendre l'exemple du suivi de chantier, qui d'ailleurs, la digitalisation du suivi de chantier, qui d'ailleurs n'est pas forcément lié au BIM, puisque les éditeurs de logiciels, de solutions pour du suivi de chantier, bien souvent ont des solutions qui font du 2D en dehors de la maquette BIM. Heureusement pour eux, parce que la plupart des chantiers aujourd'hui ne sont pas en BIM, et ils offrent en plus l'option de pouvoir le faire sur une maquette 3D s'il y a du BIM. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce marché se développe depuis 5 ans. Cela dit, on part de pas beaucoup. En fait, il y a tous les freins qui ont été cités par les intervenants, je le vois bien, hein, notamment en termes sur le chantier de culture informatique, de conducteurs de travaux ou autres qui sont habitués à manier plus, je dirais, le béton que la tablette. Donc tout ça, on le voit. Maintenant, on est persuadé que c'est l'avenir. C'est-à-dire que la digitalisation qui a été lancée il y a 4-5 ans est en train de se développer, il y a beaucoup de freins, mais on ne reviendra pas en arrière. De la même manière que quand on est passé au traitement de texte, on ne revient pas à la dactylographie, c'est la même chose. Ça prend du temps, ça se met en place doucement, et nous, on est là pour justement accompagner nos clients dans leur démarche, dans leur développement, vers cette numérisation du BTP d'une manière générale et des chantiers en particulier. Et on est tout à fait ouvert aux demandes de financement qui peuvent être présentées dans ce cadre-là. D'accord. Très intéressant. Alors, effectivement, en fait, c'est une question qui nous amène malheureusement directement à la conclusion, étant donné que je vous passé et que les petits problèmes techniques qu'on a croisés en 13 minutes. On a encore des minutes pour des questions. Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Alors d'abord, donc peut-être un petit mot pour conclure. Si chacun d'entre vous, vous deviez donner un ou plusieurs conseils à éventuels acteurs, peu importe l'horizon en fait duquel ils viennent, qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui à date? Des petites startups, je pense à des propriétaires, à des gestionnaires, à des petites entreprises de construction. Quel serait en fait le conseil ou les différents conseils que vous pouvez leur donner aujourd'hui? Peu importe, Anthony par exemple pour commencer. Moi, ce que je dirais, c'est avant tout une prise de conscience, dans le sens où le BIM aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme une baguette magique. On ne fait pas tout avec, mais on peut faire des choses qui sont plutôt intéressantes. Et pour ça, avant de se lancer dedans, je pense, à mon sens en tout cas, il faut bien identifier son besoin. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du BIM et qu'est-ce que cela peut nous apporter? D'accord? Donc, il faut identifier le cas d'usage associé à cette nouvelle démarche. Et voilà, mettre les choses en face, donc un plan d'action qui soit concret et réaliste, dans le sens où ça ne sert à rien de faire une usine à gaz, dépenser des milliers et des cents, à mettre en place tout un tas de process où on risque de se perdre et finalement pas forcément répondre à notre besoin. Donc voilà, si je devais synthétiser, c'est qu'est-ce que le BIM va m'apporter, comment est-ce qu'il peut me l'apporter, et en face, trouver une solution qui est vraiment réaliste et adaptée. Voilà. Quitte après, dans un deuxième temps, à pouvoir capitaliser sur cette première expérience et rajouter, voilà, on va dire, des pierres à l'édifice pour après voilà, développer ces différents cas d'usage, augmenter aussi en compétences et pouvoir après voilà, répondre non seulement à notre premier besoin, mais en plus de ça, on va assouvir éventuellement d'autres. Merci Anthony. Nathan, un petit mot? Ouais. Un conseil que je trouve assez pertinent, c'est alors c'est peut-être un propre parce que je travaille dans un gros groupe, ça s'applique peut-être moins à des PME, mais c'est bien d'identifier les personnes qui seront actrices dans le changement et ceux qui risquent de le freiner. C'est quelque chose on a dû y prêter attention chez nous, quoi. Alors c'est plus une question managériale, mais il faut vraiment vite réussir à convaincre les personnes qui vont bloquer le changement. En général, c'est qu'elles sont juste pas convaincues, qu'on leur a pas montré cette preuve, ou au moins les impliquer suffisamment pour qu'elles ne freinent pas les évolutions. C'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec conducteurs de travaux, où comme le disait Anthony, on n'essaie pas de créer des usines à gaz, on essaie vraiment de les impliquer dans le changement, leur demander qu'est-ce qui vous intéresserait, où est-ce qu'on peut vous faire gagner du temps. Nous, avec notre expertise de maquette numérique, ensuite on arrive à analyser leurs problématiques et dire bon, ok, peut-être que le BIM là peut être utile ou pas. Donc plus on identifie tôt ces personnes, plus on peut facilement les mettre en place des actions qui vont les impliquer, quoi. De toute manière, si on essaie de faire quelque chose dans son coin, ça va être compliqué, il faut impliquer la direction, plus de personnes possibles dans le changement. En gros, ça doit être collectif, donc je dis juste, mon conseil, c'est que ça ne doit pas rester une affaire d'experts, c'est vraiment impliquer le plus de personnes possible et demander des avis, voir ce qui peut être intéressant ou non. Voilà. D'accord, intéressant. Donc, pour résumer, identifier les postes clés, créer des solutions finalement pragmatiques, co-construites pour impliquer justement un maximum de personnes. Karim, vous auriez des éléments à compléter par rapport à ce qui a été dit? Alors moi, ce que je pourrais me dire par rapport à notre retour d'expérience, c'est, je pense que c'est un petit peu Nathan ou je sais plus Anthony qui en a parlé, c'est vraiment d'y aller step by step et surtout de bien planifier et de bien prendre en compte que le changement, surtout pour des PME dans notre secteur d'activité qui culturellement sont assez peu digitalisés, donc ont souvent déjà des formations initiales qui sont pas forcément adaptés aux outils qui permettent de faire du BIM aujourd'hui. Donc, très clairement, c'est bien planifié pour pouvoir mener de front la continuité de l'activité, parce qu'on sait que c'est toujours très dense et dans notre corps de métier, on est toujours un petit peu en suractivité, sachant qu'en parallèle, pour acquérir vraiment les bons réflexes, les bonnes méthodos, ça nécessite quand même un vrai investissement en temps et il faut que les utilisateurs soient déjà convaincus que ça va être un vrai atout pour eux. Et de deux, il faut surtout les mettre dans des conditions où ils peuvent pratiquer quasi quotidiennement
pour pouvoir évoluer sur le long terme et acquérir rapidement les compétences qui permettront de passer à cette nouvelle méthodologie, car c'est quand même culturellement un grand changement, au moins au niveau de notre corps de métier. Tout à fait. Un petit mot peut-être pour Nguyen. Oui, ben, rapidement, je vais rebondir sur ce que dit Karim. À mon sens, l'aspect formation est important. Donc, pour franchir le pas, et il faut se faire accompagner en fait par des conseils qui seront à même de mettre en place ce changement. Voilà mon conseil. Merci beaucoup, merci Nguyen. Je passe la parole à Philippe. Vous avez peut-être des questions de la part des auditeurs à poser à nos intervenants? Oui, merci Hichem. Quelques questions, je vais vous les donner, puis on va les dispatcher. Aujourd'hui, quels sont les outils les plus innovants aujourd'hui concernant le BIM, notamment pour le BIM chantier? Est-ce que on peut en citer quelques-uns? C'est quoi ceux qui sont actuellement utilisés ou ceux qui vont être utilisés? Pouvez-vous nous parler des nouveaux métiers aussi en lien avec la digitalisation des chantiers? Est-ce qu'on voit apparaître des nouveaux métiers en lien avec le numérique? Et troisième question, pouvez-vous nous dire comment vous voyez le chantier de demain? C'est quoi le chantier de demain? Avec quel type d'outils, quel type d'organisation? Est-ce qu'on peut un petit peu projeter un petit peu ce que sera le chantier dans 10 ans avec le digital? Et enfin, une dernière question. On a parlé tout à l'heure des freins, notamment auprès des entreprises, des PME, pour implémenter le BIM. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière factuelle selon votre expérience, pourquoi il y a ces freins et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir les faire monter en compétences sur les outils digitaux? Donc, une question sur les nouveaux métiers, une question sur les entreprises et les faire monter en compétences, une question sur les outils innovants et une question sur le chantier de demain. À vous de jouer. On fait une question chacun à peu près. Donc. Je prends l'initiative de répondre à une question. Alors, je parle de ma propre expérience. Nous, on utilise dans les nouveaux outils, c'est surtout de la réalité augmentée. Donc, on a un petit peu parlé tout à l'heure. La réalité augmentée, donc bien ne pas confondre avec la réalité virtuelle. Donc, la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va récupérer cette maquette numérique. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça ne se substitue pas aux personnes humaines et aux visites sur site, de notre côté en tout cas. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi ne pas pousser l'expérience BIM un petit peu plus loin avec justement des nouvelles technologies. Et voilà, on a pris le parti pris d'utiliser la réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire que nous, dans les outils innovants, on vient superposer donc, cette maquette numérique avec ce qui a été construit, typiquement en phase browser, pour voir si les réservations sont au bon endroit, par exemple, ou alors un petit peu plus loin dans le chantier, s'il y a des menus intérieurs qui sont posés, mais voilà ce qui a été prévu, la conception au niveau des portes, de la marque, du modèle, du degré coup-de-feu, par exemple, on va voir si potentiellement ça a bien été aussi réalisé en phase construction et sur chantier. Donc nous, notamment, le gros point de nouvelles technologies, c'était la réalité augmentée. Et en plus de ça, c'est que c'est pas juste de la superposition de maquettes et d'existence, c'est qu'il y a de l'interaction à travers ça. C'est-à-dire que on peut émettre des commentaires directement sur cette maquette pour dire effectivement là, attention, il y a un petit écart, ou là, effectivement, tout va bien. Et ce qui fait que la personne sur chantier sera opérationnelle, aura un gain de temps, parce qu'une fois qu'elle rentre à son bureau, elle branche tout simplement cette tablette, parce que c'est sur tablette, à son ordinateur, et ça vient automatiquement synchroniser les remarques qui sont sur site avec sa visionneuse BIM et les remarques que cette personne avait pu au préalable effectuer. Ça vient faire une mise à jour qui après est mise à disposition des différents interlocuteurs du chantier. Voilà. Merci Anthony. Je veux bien répondre sur la question du chantier du futur. Je te voyais bien dessus, Nathan. Une question pour toi, Nathan. Ah bon? Ils ont spécifiquement dit pour FH. Non, alors, moi, ce que j'aimerais bien, même de parler de chantier, c'est déjà qu'on arrive déjà à savoir exactement ce qu'on veut construire quand on commence le chantier.
Ce qu'on a vu déjà sur les projets BIM qu'on a réussi à mener, jusqu'à la fin de la phase conception, c'est quand même que les dossiers sont beaucoup plus calés et qu'on sait ce qu'on veut construire et qu'on a moins de doutes sur ce qui va être fait et sur les aléas qu'on pourra avoir en phase chantier. Ce qui nous amène à une meilleure anticipation de tout le reste, on arrive à mieux planifier. Une fois à partir du moment où on peut mieux planifier et qu'on a plus de temps pour préparer le chantier, moi ce qui me plairait, c'est vraiment que les maquettes deviennent vraiment on arrive à créer un écosystème qui gravite autour de la maquette où toutes les données transitent via cette maquette. Pour l'instant, je vois chez FH qu'on a encore, on a beau avoir des maquettes numériques qui arrivent sur chantier, on a encore trop d'informations qui sont disséminées par-ci par-là, sans vraiment que ce soit raccordé à notre objet BIM qui doit être le serveur central où tout transite, où toutes les informations doivent venir de là. Pour l'instant, on a encore trop de trucs par-ci par-là et qui fait qu'on perd du temps, on perd du temps à chercher l'information, on perd du temps à les saisir et les ressaisir dans des logiciels différents. C'est peut-être propre à des problématiques de grands groupes, mais je pense pas forcément. Je pense qu'on a tous des outils par-ci par-là qui fonctionnent, même chez des petites PME. Alors que si on arrive à pousser le BIM à l'extrême, ça devrait être vraiment la maquette, notre objet central où toutes les informations du chantier sont centralisées. Voilà, sans forcément parler d'outils, tablettes, etc. Je pense que si on arrive déjà à faire ça, ce serait déjà bien. Merci Nathan. Karim, peut-être 2 mots pour 2 minutes. Oui. 1 minute maintenant pour Okay, répondre je vais essayer de faire vite. Peut-être à la question qu'est-ce qu'on peut essayer d'apporter aux entreprises pour intégrer les process BIM dans leur méthodologie de travail. Alors aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est de vrais outils métiers, car on se rend compte quand même que l'essentiel des outils qui sont utilisés pour le BIM sont avant tout des outils de conception. Et pour le coup, c'est très compliqué pour des PME de devoir développer leur propre bibliothèque, leur propre process, de connecter leur base de données. Tout ça fait que, au-delà de l'apprentissage du BIM, la difficulté, elle est vraiment de pouvoir utiliser le BIM au quotidien à des fins techniques. Et c'est là vraiment l'une des grosses difficultés. Et le deuxième point, je pense, c'est de pouvoir connecter le BIM à la gestion, puisque quand même la vraie valeur ajoutée du BIM, pour moi en tout cas, elle est dans la data. Et cette data, aujourd'hui, on est capable d'en mettre beaucoup dans le BIM. Par contre, derrière, l'exploiter correctement, c'est encore très compliqué. Et je pense qu'il faut mutualiser un petit peu et connecter les outils pour que, justement, on puisse mieux exploiter cette data et que l'entreprise puisse s'en servir pour sa gestion quotidienne. Merci beaucoup Karim, merci à tous les intervenants. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin de cette table ronde. Je laisse la parole à Philippe peut-être pour conclure, un mot de la fin. Voilà, merci à tous. Merci monsieur Abidal, merci à tous les intervenants.